Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. N'Djamena frappé par un double attentat suicide. Au moins 23 morts, c'est la première fois que cela arrive dans la capitale tchadienne. Les attaques qui ont visé un commissariat et une école de police sont attribuées à Boko Haram. Le sommet de l'Union africaine monopolisé par le dossier El-Béchir. Un juge sud-africain avait réclamé l'arrestation du président soudanais recherché par la CPI. Mais les autorités l'ont laissé filer. Il a aussi été question du Burundi. Les dirigeants africains réclament une date consensuelle pour la présidentielle. Nous sommes en direct dans un instant avec notre envoyé spécial Jean-Karim Fall. Et puis nous reviendrons avec notre invité sur l'affaire Karim Wade au Sénégal. Il est détenu arbitrairement selon un groupe de travail de l'ONU. On en parle avec l'avocat du fils de l'ancien président sénégalais. Ce sera à la fin de cette édition. C'est la toute première fois que ce type d'attaque se produit au Tchad. Beaucoup le redoutaient depuis l'entrée en guerre du pays contre Boko Haram au début de l'année. Et le bilan est lourd. Au moins 23 morts, 27 selon certaines sources, dans un double attentat suicide à N'Djamena, devant une école de police, notamment des attaques attribuées au groupe islamiste nigérian par le gouvernement. Le récit de Nicolas Germain. De telles attaques suicides sont inédites au Tchad. Selon notre correspondant, les habitants de N'Djamena sont sonnés. Ils ne se pensaient pas si vulnérables. Le double attentat a visé la direction de la sécurité publique et l'école de police. Il a fait de nombreux morts et plus de 100 blessés. Cet hôpital est situé à côté de l'école de police. Ce matin, on a écouté des coups d'explosion au niveau de l'école de la police qui est notre voisin. Et subitement, on a commencé à recevoir des blessés. Donc il semblerait-il qu'il y a eu explosion, un attentat perpétré par les éléments méchants de Boko Haram. N'Djamena n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres du nord-est du Nigeria, le fief de Boko Haram. Et ces derniers mois, le Tchad a participé activement à la lutte contre le groupe djihadiste au Nigeria. Lundi, le gouvernement tchadien a annoncé certaines mesures et promis d'arrêter les membres de Boko Haram. D'ores et déjà, la circulation des véhicules à vitres fumées est formellement interdite. Boko Haram se trompe de cible. Ces terroristes sans foi ni loi seront débusqués et mis hors d'état de nuire où qu'ils soient. Boko Haram a été très affaibli ces derniers mois après l'offensive régionale contre le groupe, essentiellement menée par le Tchad. Mais il semblerait que même diminué, il parvient à attaquer la capitale d'un État voisin du Nigeria. Il est arrivé triomphant à Khartoum. Omar El-Béchir a été inquiété par la justice sud-africaine, mais le président soudanais a pu quitter Johannesburg sans être arrêté. La Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre et génocide au Darfour se dit très déçue. Aujourd'hui, la CPI avait demandé son interpellation dès le 28 mai s'il se rendait au sommet de l'Union africaine. Mais les autorités sud-africaines n'ont pas obéi aux juges. Nous allons trouver tout de suite Jean-Karim Fall à Johannesburg, notre envoyé spécial au sommet de l'Union africaine. Lors de ce sommet, Jean-Karim, il a également beaucoup été question du Burundi, où la présidentielle est censée se tenir mi-juillet. Quelles sont les demandes des dirigeants africains ? Écoutez, les principales décisions de l'Union africaine concernant le Burundi sont les suivantes. La plus importante, je crois, c'est que l'Union africaine se porte garante des accords d'Arusha. Rappelons ici que ces accords stipulent qu'un président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats. En outre, l'Union africaine a décidé de déployer des observateurs militaires sur le terrain, donc au Burundi, pour vérifier le processus de désarmement des milices. Et on pense bien entendu aux fameux Imbonerakure, ces milices proches du pouvoir. Troisième point, donc décidé par ce sommet de l'Union africaine, la reprise des négociations entre les deux parties, le gouvernement d'un côté et l'opposition de l'autre. La semaine prochaine, en principe, les négociations doivent reprendre. Et enfin, précisons que l'Union africaine demande à toutes les parties qui seront donc autour de cette table de négociation de décider d'une date pour l'élection présidentielle de manière consensuelle. Cela veut dire, entre les lignes, que pour l'instant, l'Union africaine n'entérine pas la date du 15 juillet qui était prévue pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup Jean-Karim Fall en direct de Johannesburg.
Et on va parler du Sénégal à présent, plus précisément de l'affaire Karim Wade, le fils de l'ancien président, ancien ministre d'État, condamné à 6 ans de prison ferme en mars dernier pour enrichissement illicite. On en parle tout de suite avec l'invité du Journal de l'Afrique, Seydou Diagne, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes l'un des avocats de Karim Wade et récemment une décision a été prise, un avis a été rendu par un groupe de travail de l'ONU qui a déclaré que sa détention était arbitraire. Sur quel point exactement cette détention est-elle arbitraire selon les Nations Unies? La détention a été déclarée arbitraire par ce groupe de travail des Nations Unies sur le fondement que le procès de M. Karim Wade n'a été ni juste ni équitable. Et de notre côté, le titre de détention sur lequel l'État du Sénégal s'est fondé ne pouvait pas être justifié en droit. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que la détention est arbitraire parce que le procès n'a pas été fait dans les règles de l'art et que M. Karim Wade était manifestement condamné d'avance par l'État du Sénégal dans ce procès éminemment politique. Alors c'est un avis qui a été rendu par un groupe des Nations Unies qui demande d'ailleurs aux autorités sénégalaises de tout faire pour rendre justice à Karim Wade. Est-ce que les choses ont avancé de ce côté-là? Alors, pour nous, ça fait 15 jours que nous avons reçu la notification. Ce qui nous inquiète, c'est que l'État du Sénégal, de par les textes, l'avait reçu 15 jours avant. De sorte qu'aujourd'hui, ça va faire 1 mois que l'État du Sénégal a reçu cet avis et nous n'osons pas croire qu'il s'agit d'une défiance vis-à-vis de l'organe onusien et que tôt ou tard, ou dans un avenir très très proche, l'État du Sénégal se rendra à l'évidence qu'il ne peut détenir un de ses citoyens, même s'il a des ambitions présidentielles, de façon arbitraire et en violation flagrante de ses droits fondamentaux. Oui, même s'il a des présidentielles, si vous vous rappelez que Karim Wade a été désigné comme candidat à la présidentielle par son parti, le PDS. Alors, vous avez toujours dénoncé un procès politique qui serait mis en œuvre par le pouvoir au Sénégal. Mais est-ce que justement le fait d'avoir pris le parti, le PDS, mis le parti au service de Karim Wade, est-ce que c'est pas contre-productif pour votre client que finalement le dossier soit mis par votre camp également sur la scène politique en quelque sorte? Est-ce que c'est pas contre-productif pour Karim Wade? C'est pas nous qui avons politisé le dossier, c'est l'État du Sénégal par ses procureurs et par une instrumentalisation manifeste de la justice et par certains organes de presse qui a pris le parti de faire un procès politique à M. Karim Wade. Autant que je me souvienne, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas à l'accusé d'organiser son procès. Nous organisons la défense. Mais ceux qui nous ont accusés injustement et qui, de toute façon, nous ont blanchis ils étaient obligés de nous blanchir sur l'accusation de corruption. C'est eux qui ont organisé ce simulacre de procès qui n'avait d'autre but que de le priver de ses droits civiques et de l'empêcher de jouir de ses droits citoyens. Merci Seydou Diagne d'être venu sur le plateau Journal de l'Afrique. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Merci.